c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Bonjour Olivier. Salut Laureline. Tu es bien reposé de ton été ? Ah oui, ça fait du bien, ça va être super ces vacances. Voilà, j'espère que vous tous et toutes qui nous écoutez avez passé de bonnes vacances. On est donc de retour après cette pause estivale et on a une petite surprise pour vous, n'est-ce pas Olivier ? Et oui, en fait, c'est une petite surprise parce qu'on est vraiment super content de l'accueil que vous avez fait à Tabibito depuis son lancement, puisqu'aujourd'hui, nous avons passé la barre symbolique des 10 000 écoutes. Donc, on est exactement aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement, début août, à 10 972 écoutes. Donc, franchement, ça fait énormément plaisir parce qu'on ne s'attendait pas du tout à... c'est un petit succès quand même, parce que c'est vrai qu'au départ... on avait un peu démarré ça dans notre chambre pendant le confinement et on ne pensait pas que ça allait vraiment vous intéresser. Donc vraiment, merci. Et pour vous remercier, on a eu une petite idée. Laureline. On vous propose donc un jeu concours pour remporter deux de nos coups de cœur de nos épisodes précédents. Donc ce seront 2 livres et il y aura donc 2 gagnants. Alors pour vous expliquer un peu plus les modalités du concours, donc on veut vous faire gagner mon coup de cœur à moi, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Et pour toi Olivier, c'était quel livre ? Alors pour moi, c'était Le Livre du Vent de Taniguchi et Furuyama. Donc je précise que j'ai cité plusieurs coups de cœur sur Netflix, donc non, nous n'allons pas vous offrir un abonnement à Netflix. On n'est pas aussi riche, hein. Et donc du coup, pour participer, c'est très simple. Vous qui nous écoutez là maintenant tout de suite, vous pouvez nous envoyer un email à podcast.tabibito@gmail.com en nous disant que vous participez et pour nous dire quel livre vous intéresse ou les deux. Et dans ce cas-là, vous participerez aux 2 pioches puisqu'il y aura une pioche par livre. Et donc le tirage au sort se déroulera le 23 septembre. Donc vous avez jusqu'au 22 septembre à minuit pour nous envoyer votre petit mail en précisant le livre que vous souhaitez remporter ou les 2 si vous n'avez pas de préférence. Et puis on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts pour vous et puis on vous remercie encore énormément parce que vraiment ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir ces retours et ces écoutes. Et d'ailleurs, si vous souhaitez participer une 2e fois, vous pouvez nous retrouver sur Instagram aux alentours donc, du 10 septembre où on va pouvoir poster un post et vous pourrez donc participer sur Instagram aussi pour une 2e participation. À nouveau, n'hésitez pas à nous laisser quel titre vous souhaitez remporter. Encore merci à tous parce que vraiment c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque mois pour de nouvelles aventures au Japon, d'avoir vos retours et puis de rencontrer tout plein de merveilleuses personnes avec qui on est toujours ravis d'échanger. Et sur ce, on va peut-être commencer cet épisode 20. Et donc, où est-ce qu'on va ce mois-ci, Olivier ? Alors, ce mois-ci, on va à Kanazawa, qui est une ville que tu as adorée, si je ne me rappelle bien, et qui est aussi une ville que j'ai adorée. Donc, ça tombe bien, on va pouvoir donner plein d'adresses et puis revivre un peu ces moments sur place que moi, vraiment... je me suis replongé dans mes photos pour préparer l'épisode et ça m'a fait énormément plaisir de revoir ces 2 jours que j'avais passés sur place. Alors pour commencer, quand on parle de Kanazawa, je suppose que vous avez tous en tête la dorure puisque c'est une des spécialités de la ville. Et puis on va peut-être commencer surtout par un des symboles de Kanazawa qui est sa grande porte en bois à l'entrée de sa station de gare, n'est-ce pas Olivier ? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est le truc inratable, c'est vraiment monumental quand on arrive. Il y a un petit côté déjà waouh et on se sent accueilli et puis tout de suite on sent le côté artisanal de la ville qu'on va retrouver après dans l'épisode qu'on va vous présenter. Alors je sais pas si c'est un
Tori. Je pense pas que ce soit un Tori, parce que le Tori, il y a une connotation religieuse. Alors moi, de mes recherches, c'est censé représenter un tambour traditionnel japonais. Bon, j'avoue, je cherche encore un peu, mais c'est vrai que ça ressemble à un tori. En fait, vous avez deux grands pieds de bois entrelacés, posés sur, qui supportent en fait une grosse structure un peu bombée, mais l'image qui renvoie tout de suite, c'est le tori. Et de mes recherches aussi, en fait, à la base, Kanazawa, la gare n'était pas très accueillante, donc ils ont décidé de la rénover. Et en fait, ils ont vu les choses en grand pour faire justement un espace d'accueil et en mettre plein la vue à ceux qui viennent visiter la ville. Donc vous avez aussi tout ce dôme en verre et de métal qui fait le toit de la gare aussi, qui est super impressionnant. Et cette grande porte, en fait, qui est juste à l'entrée et qu'on peut voir, depuis l'autre bout de la rue, quoi, quand on se balade. D'ailleurs, on peut même la voir depuis un hôtel dans lequel je suis restée, qui était juste à côté, qui s'appelle Blue Hour. C'est un sorte de capsule hôtel, donc vous êtes dans des sortes de dortoirs séparés, femmes et hommes, mais vous avez chacun donc votre petite capsule fermée avec un petit rideau, et donc depuis le hall d'entrée qui sert aussi un peu de cafétéria, vous pouvez voir, vous avez une vue assez impressionnante sur la gare et sur cette porte. Donc si vous décidez à aller à Kanazawa, moi je vous recommande vraiment de rester là-bas parce que c'était vraiment sympa. Au niveau tarif, ça donnait quoi, Laureline ? Alors, des recherches que j'ai faites là maintenant tout de suite, on est à 31 livres par nuit, parce que forcément mon booking est en livres sterling. Donc je suppose que ça donne, je sais même pas c'est quoi le taux de change avec le ouais. livre en ce moment. Je sais pas, on va dire 30-40 euros, quoi. Voilà. Donc rien d'affolant non plus pour faire quelques nuits là-bas. Et toi, du coup, tu conseilles vraiment, parce que le côté capsule, ça peut un peu des fois effrayer des gens qui sont un peu réticents au niveau du bruit, au niveau... Non, c'est super moderne en fait. C'est fait, c'est pas le capsule hôtel tel que nous on l'imagine, qui fait un peu crasseux où les gens fument et tout. C'est super propre, c'est super clean, et puis ça fait un peu auberge de jeunesse, mais au lieu d'être en dortoir, on est dans un lit individuel fermé par des rideaux. Donc une adresse à retenir sympa pour poser les valises. Oui. Et donc toi, tu voulais nous parler de ton expérience à bicyclette Oui. à Kanazawa. Oui, parce que du coup, depuis la gare, c'est vrai que la ville contrairement à d'autres villes, ils ont vraiment bien pensé le côté déplacement. Donc évidemment, il y a les circuits bus traditionnels qu'on trouve partout, qui sont bien optimisés. Mais on peut aussi voyager le nez en l'air à l'extérieur en vélo. Parce qu'il y a des stations de vélo autopartage, en libre service. Donc c'est gratuit la première demi-heure. Il faut simplement rentrer sa carte bleue sur la borne, parce que si évidemment on dépasse la demi-heure, on est facturé après coup. Et on peut emprunter un vélo. Il y a plusieurs stations dans la ville qui sont facilement repérables. L'avantage, c'est que toutes les stations sont situées à côté de tous les grands sites. Donc en fait, quand il fait beau, on peut vraiment tout faire. Et puis une demi-heure, la ville n'est pas immense. Donc en fait, on va assez vite. Il n'y a pas une circulation de fou. Il y a des pistes cyclables aussi à certains endroits. Et puis moi, même à certains moments, je me suis amusé à me balader dans les petits quartiers résidentiels, un peu, prendre les rues des Japonais du quotidien, et c'était franchement cool. Alors, les deux petits trucs à savoir. Premièrement, je me suis fait avoir sur les frais bancaires, parce que même si j'ai pas été débité, en fait, la machine a fait une empreinte de carte et ma banque a considéré que c'était une transaction, donc j'ai eu des petits frais. Ah. Donc ça, c'était un peu ballot. Bon, après, c'est pas... Justement, je l'ai demandé... Quand on utilise une carte de crédit, forcément, même si vous faites un tirage, ça va être en yens, donc il y a forcément des taux de change. C'est surtout que j'ai pas payé en fait, parce qu'à chaque fois, moi je me suis débrouillé, parce que je suis un peu rat des fois sur les bords, je me suis débrouillé pour faire à chaque fois moins de 30 minutes de vélo. Et en fait, je me déplaçais entre stations, et donc en fait, la course était gratuite. Mais comme en fait tu rentres ta carte et qu'ils font une empreinte bancaire au cas où tu dépasses pour te débiter, et là ils m'ont facturé un mini quelque chose. C'était pas énorme, hein, c'était moins d'1 € je crois de mémoire, mais voilà, donc c'est pas complètement gratuit, faites attention aux frais bancaires. Et l'autre truc, c'est que je suis grand, je fais 1m80 et les vélos sont des vélos adaptés à la taille des Japonais. Donc même en mettant la selle au maximum, j'avais un peu les talons qui rayaient la route. Ce qui fait que quand on prend quelques pentes autour du château notamment, j'étais
carrément en danseuse parce qu'en fait, j'avais les genoux au niveau du menton et c'était juste pas possible de pédaler dans les pentes. Mais c'était très drôle. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais tout fait à pied à Kanazawa. C'est une ville qui est vraiment super sympa à faire. Hein. Franchement, il y a les quartiers donc, historiques et même au niveau des quartiers plus modernes et tout. Enfin, moi, j'ai adoré la balade dans la ville. Comme tu disais, en fait, en début d'épisode, de revoir mes photos avec le recul, en fait, je me dis vraiment Kanazawa, c'était une ville vraiment sympa. Et ouais, la prochaine fois, j'aimerais bien y rester un peu plus longtemps. Alors, au niveau des découvertes, on pourrait peut-être commencer par le quartier des samouraïs, Laureline. Oui, en parlant de quartier historique, on va donc commencer par le quartier Nagamachi, qui est donc le quartier historique des maisons de samouraïs. Et ce qui est assez sympa en fait dans ces quartiers historiques, c'est que chacun, ils ont une empreinte mais tellement distincte les uns des autres. Et donc ces maisons de samouraïs, si vous y allez, donc vous avez des petites rues, c'est des petites rues pavées avec des... Je sais pas, l'ambiance elle est vraiment spéciale parce que les maisons elles sont basses, les murets sont bas, donc il y a eu vraiment une ligne d'horizon assez spéciale par rapport au quartier des geishas où on est sur 2 étages, des fois 3. Mais là c'est vraiment tout à un seul étage, donc il y a vraiment une ambiance assez particulière avec des rues ni étroites ni trop grandes et des croisements en fait mais perpendiculaires, donc on a un peu l'impression qu'il y aurait un samouraï qui surgirait comme ça à l'improviste d'un coin de rue. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, moi, j'avais fait des recherches et en fait, effectivement, le quartier il a été construit dans le but de perdre les gens pour protéger en fait les samouraïs. Donc le côté très labyrinthique, Oui. le fait qu'on n'ait pas de repères parce que les murets qui protègent les maisons sont quasiment à la hauteur des toits, ce que tu expliquais. Donc en fait, tout est pareil dans la rue puisqu'on a ces murets de terre. Alors c'est pas de la terre cuite, c'est un genre de torchis en fait. Oui, avec jaune. une couleur un peu jaune, ouais. Et finalement, ça fait des grandes lignes de fuite et on ne sait pas trop où on est, il n'y a pas trop d'éléments marquants. Et c'était vraiment pensé pour un peu perdre ceux à qui voudraient un peu trouver des maisons de samouraïs pour commettre des forfaits ou je ne sais quoi. C'était vraiment pensé pour ça. Et alors, ce que j'aimerais bien voir aussi l'hiver, c'est qu'en fait, a priori, pour protéger les murs du gel, il les protège avec des grands filets de paille. Donc avec la neige, ça peut être vachement sympa au niveau photo. Et donc, il y a plusieurs maisons de samouraïs à visiter. Moi, j'avais aussi fait une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'était une boutique d'antiquité. Je pense que ça faisait un peu musée, boutique d'antiquité. C'était un bordel monstre là-dedans. C'est le genre de boutique que j'adore parce qu'en fait, tu sais jamais où poser ton regard. Il y a tellement de choses à voir. J'essaierai de vous retrouver le nom pour vous le mettre dans la description de cet épisode si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais aussi, l'attraction principale, ce sont donc les maisons de samouraïs à visiter. Et il se trouve qu'on avait visité la même, Olivier, donc la maison de Nomura. Ouais, alors là, c'est vraiment... moi, j'avais adoré un peu l'histoire de la famille parce que, en fait, le clan daimyo de Kanazawa, c'est le clan Maeda. Et eux, ils sont restés maîtres de la ville de 1583 à 1868 à l'ère Meiji. Et donc, ça a très peu changé au niveau des clans et des familles. Donc, ils ont vraiment eu un pouvoir de malade économique, culturel, industriel. Et en fait, cette villa de samouraï, la famille Nomura, elle a servi le clan Maeda pendant 11 générations. Waouh! Donc, ils ont accumulé aussi un réseau de confiance, diplomatique, de richesse, qui était incroyable et qu'on retrouve, à ma connaissance, qu'on ne retrouve pas au niveau d'autres familles au Japon. Et donc, forcément, ils avaient un peu, on va dire, des privilèges. Et on a eu la chance que cette maison du clan Nomura nous soit parvenue aujourd'hui quasiment intacte. Et c'est vrai, quand on rentre à l'intérieur, moi, le jardin... C'est un de mes meilleurs souvenirs, le jardin de cette maison. Il y a même un petit étang, ça fait fouillis, organisé. Vous avez des petites carpes. En plus, donc vous avez l'étage... parce qu'on vous disait, les maisons, elles étaient basses. Mais en fait, il y a 2 étages, il me semble, parce qu'on pouvait grimper. Mais ça reste des plafonds très bas. Alors, il me semble, d'explication, c'était pour éviter que les gens, quand ils tirent leur sabre, ils puissent le tirer totalement de leur fourreau. Donc, ils ne pouvaient pas le sortir entièrement. Et il me semble quand même qu'on voyait des marques au plafond. Donc, on pouvait se demander s'il y avait eu des tentatives. Aussi, un souvenir mémorable, c'était ils avaient conservé en fait les échanges de lettres entre la famille Nomura et donc le daimyo. Et celle qui m'avait fait
rire et en même temps tu dis c'est un peu tordu comme histoire où le daimyo remerciait donc le chef de clan de la famille Nomura de leur avoir apporté la tête de leur ennemi sur un plateau. Donc c'était assez drôle à lire. Donc ouais. Mais ça, c'est vrai que si vous aimez le côté jardin zen, méditatif, franchement, cette maison, elle bat même certains jardins de Kyoto. Parce que pour le coup, en fait, la méditation zen faisait partie intégrante de la préparation du samouraï avant le champ de bataille. Et c'est vrai que le jardin, il est vraiment apaisant, enfin, même sans être dans le côté zen méditatif. En fait, en arrivant devant, on est tout de suite reposé, rien qu'au niveau de la lumière, de l'agencement. C'est juste incroyable. Donc, c'est vraiment le truc à faire à Kanazawa, avec son petit vélo, de préférence. Et puis c'est vrai que voilà, ce qu'on commençait à dire, c'est que la ville, elle a gardé en fait son passé historique, et c'est surtout qu'elle propose énormément d'animations autour de ses traditions et de son artisanat, et c'est aussi l'un des points qu'on voulait présenter dans cet épisode, parce qu'on a tous les deux fait des activités différentes, mais en lien avec l'artisanat local, et ça c'est un truc que moi j'ai adoré faire, qui est hyper bien organisé dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez repéré votre atelier, il suffit d'aller soit directement à l'atelier, soit de ne pas vous embêter, de passer à l'office du tourisme. Et puis, en fait, eux réservent pour vous. Donc, c'est vraiment ultra simple. Et en termes de tarifs, ça dépasse rarement les 2000 yens. Donc, ça fait moins de 20 € à peu près. Pour une expérience souvent d'1 heure avec des artisans où on apprend des choses, où on va ramener des souvenirs. Et ça, voilà, c'est quelque chose en voyage que je trouve absolument super, super à faire. Mais c'est Alors, de plus en plus de villes qui organisent ça en fait au Japon quand ils ont comme ça un patrimoine culturel, artistique assez imprégné en fait dans la ville, où ce sont les mairies et les départements en fait qui organisent les ateliers. Ils font la même chose à Kumamoto. Si vous allez sur les sites de tourisme à Kumamoto, vous allez dans l'activité et il y a une liste incroyable d'activités à faire, et moi c'est comme ça que j'avais repéré à Kumamoto pour faire de la teinture sur tissu qui s'était fait dans mon auberge de jeunesse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur les sites de tourisme et à réserver ce genre d'activité, parce que vous repartez avec un souvenir vraiment sympa et une expérience que vous ne pourriez pas trouver tout seul non plus, mais vraiment une super expérience à faire, ouais. Alors, avant de passer à ton atelier, Laureline, juste pour donner quelques idées, donc on peut assister à des performances de geisha, on peut faire du zazen dans un temple, on peut s'initier au shamisen, à la calligraphie, on peut prendre des cours de cuisine avec des ingrédients locaux, on peut participer à des cérémonies de thé, etc., etc. Donc vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Et toi, Laureline, qu'est-ce que tu avais choisi ? Oui, alors moi pour mon activité, comme j'étais dans ma démarche de découvrir les sakés, je suis allée à une dégustation de saké dans la brasserie Fukumitsuya Higashi, qui est donc dans le quartier historique des geishas, qui s'appelle Higashi Chaya. J'avais pas eu besoin de réserver, en fait je suis juste arrivée dans la brasserie parce qu'ils ont donc forcément un magasin où vous pouvez acheter donc des bouteilles, des petits snacks et des petits machins, et il y a tout un bar en fait où vous pouvez vous installer, et vous avez un set de dégustation de 3 sakés accompagné, moi il me semble que c'était du poisson séché de la ville, qui en fait complémentait bien sûr, je suppose que l'Anka est choisi en fonction du set de saké que vous choisissez, parce que de mémoire vous pouvez avoir le choix entre 2 ou 3 sets différents pour avoir différents sakés. Et puis forcément, en fait, de faire cette dégustation entre 3 sakés, c'est plus facile de découvrir un saké, c'est quand vous en avez un différent à côté. C'est vrai. Et si vous buvez le premier et qu'on vous dit c'est censé être comme ça, j'ai pas de point de repère, surtout quand on est sur une boisson comme ça que on connaît pas forcément. Donc le fait d'avoir 2 ou 3 options à côté, ça met plus en lumière en fait les différences qu'il y a entre les 3. Et puis le petit poisson séché était vraiment sympa à côté, parce que ça complémente très bien en fait soit le fait que ce soit sec ou l'umami qui est dans les sakés. Donc c'était une option vraiment sympa à faire, ouais. C'est vrai que c'est assez rare d'habitude, les dégustations, tu as le saké, ils ne pensent pas à l'accompagnement pour le mariage avec les plats, du coup c'est intéressant. Ouais, donc voilà, je vous recommande Fukumitsuya Higashi. Et en plus, vous êtes en plein dans un des quartiers les plus touristiques, et avec plein d'activités à faire, puisque c'est là que toi aussi, Olivier, tu avais fait un autre atelier.
Oui, alors moi j'étais pas loin, j'étais donc dans les ateliers Hakusa, qui sont des ateliers de dorure à la feuille d'or. Donc c'est vrai que Kanazawa est ultra réputé parce que c'est la ville qui produit encore 99% de la feuille d'or au Japon, donc qui est utilisée dans les temples, dans les palais, enfin vraiment partout, partout. Et du coup, cet atelier qui, je crois de mémoire, a 400 ans, propose aux touristes en fait plusieurs objets qu'on peut vernir à la feuille d'or. Donc moi, j'avais choisi les baguettes et les repose-baguettes, donc c'était de mémoire 1500 yens par personne. Et en fait, c'est vraiment facile parce que t'as pas besoin de parler japonais, il suffit de suivre les mouvements du prof qui est là pour t'accompagner. Alors au début, on tremble un peu parce qu'en fait, les feuilles d'or elles font quelques microns d'épaisseur. Du coup, ils nous apprennent à les lever délicatement pour les faire onduler, pour les poser sans pli sur les baguettes, sur le pose-baguette. Et puis forcément, quand t'as pas le coup de main, moi, ma feuille s'était un peu repliée, un peu en deux. Et là, du coup, tu te dis, oh purée, je viens de ruiner une feuille d'or. Tu commences à être pas bien, en plus, t'arrives pas bien. Bref, donc en fait, la prof est arrivée, et puis en fait, elle a soufflé tout doucement pour la retendre, et ça s'est fait nickel. Et donc en fait, voilà, ça dure une petite heure, on repart avec nos baguettes dorées à la feuille d'or. Franchement, c'est super joli, le repose-baguette aussi, très qualitatif. Moi, je les utilise régulièrement, et ça s'est pas décollé, donc c'est bien protégé dans les bagages. Et voilà, ça fait un super souvenir à ramener pour 10 euros, quoi. Vous étiez combien dans l'atelier? Alors, on n'était que deux. D'accord. Bah, après, je suppose qu'il y a une limite aussi au nombre de groupes, mais... Ouais, parce que c'est vraiment, on fait vraiment ça au premier étage de la maison, qui est une maison historique du quartier. Donc, c'est pas très grand. Et c'est vraiment les ateliers que eux utilisent aussi. Donc, derrière, je pense qu'à 4-5, c'est 4-5 maximum, quoi. Et du coup, c'est mieux parce qu'on est bien encadré et on peut bien suivre. D'accord. Et juste avant de passer à autre chose, on va peut-être revenir un peu rapidement sur ce quartier des geishas, puisque c'est un des quartiers historiques, c'est un des plus visités. Vous l'avez probablement vu passer en photo. Donc vous avez toutes ces maisons aux façades en bois. Et puis les petites lanternes comme ça, rouges. Vous avez l'allée principale qui est vraiment sympa à visiter avec tous les cafés, tous les ateliers, les boutiques de souvenirs et les machins. Mais surtout, comme toujours, n'hésitez pas à tester un peu les rues, les petites rues sur les côtés. C'est là où moi j'avais fait un tour j'étais allée avec mon ami et puis on tombe sur des petits temples vraiment sympas. Moi, j'avais trouvé des statues à Kanazawa qui m'ont un peu coupé le souffle parce que je sais pas, les visages sont différents, la façon d'avoir été sculpté ou travaillé. Moi, j'en avais pris un peu plein les yeux dans ces petites rues-là. Et puis, pour continuer, en fait, on était allé se perdre. On avait commencé à grimper avec mon ami et on est tombé sur le temple Hosenji. Et alors là, moi, je peux vous dire, là, on enregistre... aujourd'hui, mais j'ai passé toute la semaine dernière à m'arracher les cheveux pour essayer de vous retrouver le nom de ce temple parce que la grimpette est sympa, il n'y a personne parce que vous passez à travers des quartiers résidentiels et vous avez une vue vraiment super sympa de Kanazawa. Mais ouais, ça fait 3 jours que je m'arrache les cheveux à essayer de vous retrouver cette adresse. Donc voilà, le temple Hosenji, et vous avez une statue de Kanon qui est juste absolument magnifique. Elle fait bien, je dirais, 1,80 m de haut. En fait, elle est posée sur un socle. Il y a une sorte d'alcôve en pierre et on a l'impression qu'elle est délicatement posée ou qu'elle a été sculptée à partir de la pierre et creusée avec tournée de profil. Et quand la lumière elle est bien posée, vous avez des ombres sur son visage qui la rendent presque vivante. Franchement, je vous recommande vraiment d'y aller. Parce que vous avez celle-là et puis vous en avez plein d'autres en fait aux alentours. Moi, je me souviens, j'avais trouvé un petit Bouddha allongé qui est quand même assez rare à trouver au Japon. Donc, j'étais très contente de trouver ça. Mais sur une stèle, je suppose que il y a le cimetière en fait autour du temple. Donc, c'est sur une stèle. Il y en a une, je pense que c'était un samouraï, mais elle était en 2D. Donc, vous avez la pierre qui était un peu complètement presque nue. Et sculpté sur la face, vous aviez sculpté la forme d'un samouraï. L'impression vraiment d'avoir un manga un peu en relief comme ça, c'était super cool.
Donc voilà, je vous recommande d'aller vous perdre un peu dans les hauteurs, faire des petites découvertes comme ça. Mais surtout qu'en plus, la ville elle a été relativement préservée avec les bombardements de la guerre. Donc c'est vrai que, comme tu dis, en fait, dès que tu te balades, il y a plein de petits temples, il y a plein de petites choses à fouiner autour. Et notamment autour de quartiers comme ça, historiques, où il y a encore des vieux ateliers d'artisans qui vous accueillent. Forcément autour, il y a des vieilles demeures, des vieux temples. Et en fait, il faudrait y passer une semaine ou deux sur place, parce qu'il y a sûrement plein de choses à dégoter, quoi. Mais d'ailleurs, en préparant cet épisode, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses à vous présenter. Donc on prévoira certainement un second épisode sur Kanazawa. Par contre, avant de conclure, on n'a pas trop donné d'adresse pour se poser, café, thé. T'aurais quelque chose à nous proposer, Laureline, ou pas ? Ah oui, effectivement, j'avais oublié de vous parler de ce petit café qui était juste à côté de la brasserie, enfin la boutique de la brasserie de saké, qui s'appelle Sabo Soshin. Pareil, dans un vieux bâtiment, puisque c'est juste dans le quartier des geishas. Et moi, ce que j'avais repéré, surtout, c'était le Hojicha latte, qui est assez rare pour être souligné. Vous aviez des petites pâtisseries. Moi, j'avais pris le cake, le chiffon cake, la japonaise Hojicha. Et mon ami avait pris un wagashi, parce qu'une des spécialités de Kanazawa, c'était aussi les wagashi. Mais ça sera dans un prochain épisode. Une adresse qu'on vous mettra, bien sûr, dans la description de ce podcast, avec donc la petite map et toutes les adresses qu'on vous a citées auparavant. Oui, parce qu'accessoirement, tu as passé tellement de temps à retrouver ton temple que même si ça ne vous sert pas à vous, ça te servira à toi pour le retrouver un jour, Laureline. Moi, c'est précieux, voilà, c'est mon précieux. Bon, en tout cas, pour conclure ce premier épisode sur Kanazawa, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une ville ultra traditionnelle. Si vous aimez Kyoto, vous allez adorer Kanazawa parce que c'est à taille plus humaine. Et surtout, vous avez une proximité avec l'artisanat qu'on ne retrouve pas forcément à Kyoto, qui est accessible, qui est facile, qui est diversifié et qui est vraiment l'âme de la ville. Donc vraiment, courez-y. Et voilà, on espère que les petites adresses qu'on vous a données vous feront envie. En tout cas, on rembourse le voyage si vous n'êtes pas satisfait, parce que vous ne pouvez qu'aimer, c'est sûr. Il remboursera si vous n'êtes pas satisfait. Et Laureline sera à la caution, en fait. Donc... mais en tout cas, moi, pour avoir préparé cet épisode sur Kanazawa, j'ai presque hâte de faire un second, parce qu'on a au moins autant de bonnes choses à vous raconter pour un prochain épisode. Et sur ce, donc, nous allons passer à notre section coup de cœur. C'est parti, jingle. Alors, je commence pour cette section coup de cœur en vous parlant du dernier jeu que j'ai testé sur PS5. Il est aussi disponible sur PC et PS4. Ça s'appelle Kena Bridge of Spirits. Tu prononceras certainement mieux que moi, Laureline. Je fais ce que je peux avec mon anglais français. Donc en fait, c'est pas forcément 100% japonais. Donc c'est un jeu qui a des inspirations énormément japonaises, mais aussi de la culture celtique. On suit une héroïne qui doit purifier une forêt corrompue. Corrompue parce qu'en fait, il y a des âmes perdues qui n'arrivent pas à trouver le repos et qui viennent en fait, polluer le monde des humains parce qu'ils ne sont pas partis en paix. Donc c'est très... déjà, ça fait vraiment, au niveau de l'histoire, penser à l'esprit des yokai. Et après, l'univers est magnifique. On a l'impression d'avoir un dessin animé de Pixar et de jouer carrément dans un animé. Il y a énormément de références à la culture japonaise, au-delà du côté yokai, mais des torii, des kitsune, des statues de Jizo, le côté méditatif, et puis le côté très Hayao Miyazaki. Et relié en fait à la culture celte, en fait, je trouve que le mélange marche super bien. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression, alors pas de revoyager au Japon, mais d'avoir un mélange des deux qui était hyper plaisant. Et si vous aimez la culture japonaise, vous allez forcément adorer. Donc c'est vraiment mon dernier coup de cœur. Très difficile au niveau le côté baston. Il y a certains boss, j'ai mis 1h30 à 2h avant de comprendre comment les buter. Donc voilà. Mais voilà, ça se fait en 10 heures maximum. Magnifique, apaisant et avec plein de références à la culture japonaise. Eh bien, top.
Et bah du coup, ça me fait une très bonne transition pour mon coup de cœur à moi, qui est pour mon premier, d'ailleurs, coup de cœur Instagram. C'est un compte qui s'appelle Hanabiyori_tatami, qui en fait, alors je suppose qu'il est principalement sur Twitter, mais je n'ai pas Twitter. Donc en fait, il dessine des yokai, mais plus modernes en fait. C'est pas une reprise. Enfin, probablement, il s'inspire d'anciens yokai, mais il y en a très modernes. Genre, il y a les omikuji, mais comme nous, on peut retrouver donc le petit cil de omikuji. Vous avez les petits cochons à encens, là, comme ça aussi, qui deviennent des yokai. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le design rétro, mais avec des objets plutôt modernes, et que même moi qui ne suis pas japonaise, qui n'ai pas vécu des années au Japon, en fait, qui m'interpelle et qui me parle, en fait. Donc, vous avez le petit flanc, tu sais, le flanc japonais, là. Oui. Pareil, donc dans un petit kimono et tout, et avec juste une petite bouche dessinée sur sa tête de flanc. Donc, moi, je trouve ça juste génial que c'est un monde qui évolue, qui disparaît pas, en fait. Il y a de nouvelles créations qui s'ajoutent à cet univers, et en fait, ça laisse penser que la magie n'est pas morte et ne disparaît pas. Il faut juste lui laisser le temps d'évoluer et de suivre en fait le cours de la vie, quoi. Donc voilà. La réinterprétation des yokai. Oui. Eh ben, ça me paraît pas mal tout ça. Et bien sur ce, je pense qu'on a conclu cet épisode de rentrée. Bien sûr, n'hésitez pas à participer à notre jeu concours pour remporter un de nos coups de cœur. On vous remercie encore, bien sûr, énormément de nous écouter, puisque sans vous, en fait, il n'y aurait pas la même ampleur et la même implication, parce que tous les mois, on est tellement ravis de se retrouver entre nous pour parler du Japon, mais aussi de se dire que on partage un peu tout ça avec d'autres. Et on a fait aussi de super rencontres grâce à ce podcast. Donc, merci encore pour votre fidélité. Vous pouvez toujours nous noter. Oui, d'ailleurs, merci à ceux qui nous notent sur Spotify, parce que je remarque qu'on a de plus en plus de petites étoiles et d'avis sur Spotify. Vous pouvez faire de même sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à podcast.abibito@gmail.com et sur Instagram @podcast.abibito. Merci encore à tous et à toutes, et on se retrouve bien sûr le mois prochain. Bon, j'ai plus rien à dire. À très bientôt à tous et merci.